On se pose beaucoup de questions sur la reconnexion avec le vivant, sur la résilience, mais aussi sur la manière dont on va vivre demain, le monde qu'on va laisser à nos enfants. Et aujourd'hui, je reçois Tarek Shekshak, qui est le directeur du pôle biomimétisme à l'Institut des futurs souhaitables, qui est le fondateur de Picaya, et qui a été pendant 13 ans le directeur sciences-environnement de l'équipe Cousteau. Et avec lui, on va parler de tous ces sujets. On va parler de résilience, de reconnexion avec le vivant, d'économie régénératrice, et même de spiritualité. Donc je vous laisse avec cette écoute. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour Tarek. Bonjour Grégory. Comment tu vas? Écoute, très bien, ravi d'être avec toi ici. Eh ben exactement, ravi parce qu'on est ensemble physiquement. Je pense que l'Institut Cousteau, ça intéresse tout le monde. Il y a vraiment tout ce mythe autour de l'Institut Cousteau. Tu peux repréciser ce que tu faisais dans cet institut? Alors quand j'ai rejoint l'équipe Cousteau et la Cousteau Society, créée par le commandant Cousteau, donc, j'étais chef de projet spécialiste de l'approche intégrée des espaces maritimes. Qu'est-ce que ça veut dire l'approche intégrée? C'est essayer de concilier protection de la biodiversité avec réduction de la pauvreté, par exemple, et permettre un certain type de développement qui n'a pas pour prix de détruire les valeurs naturelles. Et j'ai beaucoup travaillé, en fait, donc très rapidement, je suis devenu directeur sciences et environnement. J'ai beaucoup travaillé dans des pays plutôt donc en crise ou en post-crise dans le langage des Nations Unies, mais avec des grands enjeux aussi bien en termes de protection de la biodiversité marine et côtière que des enjeux humains. Par exemple au Soudan, dans la mer Rouge, ou bien à Djibouti, ou dans certaines zones du Mexique. Donc voilà, c'était l'essentiel de mon boulot, c'était ça, avec bien d'autres choses, participer au COP pour le climat, pour la biodiversité, essayer d'influencer finalement un maximum d'acteurs gouvernementaux, entre autres, mais pas seulement, aussi privés, publics et privés, pour essayer d'aller vers plus finalement de conciliation entre un certain type de développement et la protection d'une biodiversité remarquable. Et maintenant, tu es donc directeur du pôle biomimétisme à l'Institut des futurs souhaitables. Il y a plein de sujets dont on a parlé ensemble et qui m'intéressent. J'ai déjà fait un épisode sur le biomimétisme avec Idrissa Berkane, mais ici, j'aimerais bien qu'on parle de la reconnexion avec le vivant. Alors, juste pour la petite histoire, donc tu as participé, en tout cas, on a fait une interview pour mon bouquin, donc j'ai eu le plaisir, l'honneur que tu participes à mon livre, et puis tu as laissé une petite quote aussi sur la 4e de couverture, donc j'en suis vraiment ravi. Qu'est-ce que ça veut dire de se reconnecter avec le vivant? En fait, bon, déjà, c'est moi qui étais ravi de pouvoir participer à ton livre d'une façon ou d'une autre. Écoute, déjà, bon, c'est vrai que c'est peut-être presque un abus de langage, de dire, parce qu'on est connecté de toute façon dans la toile de la vie. Le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte. Et la preuve, c'est que quand on regarde ce qui se passe avec la crise du Covid, il y a directement ou plus ou moins directement un lien avec la destruction de la biodiversité, avec le fait que les humains se sont retrouvés au contact d'espèces d'une manière qui n'aurait pas dû se passer comme ça, parce que justement des milieux naturels ont été dégradés, parce qu'il y a eu du commerce d'espèces sauvages qui n'aurait pas dû se faire, que ce soit le pangolin ou d'autres. Et donc on voit bien qu'on est effectivement connecté dans une toile de la vie qui existe depuis 3,8 milliards d'années sur cette planète, mais que notre espèce a la particularité d'être capable de réfléchir sa place dans le monde, d'inventer des concepts. Et le revers de la médaille, donc c'est magnifique de cette capacité-là, on peut avoir le sens de la beauté, le sens de la poésie, de la spiritualité, mais en même temps on peut aussi développer des concepts qui nous coupent intellectuellement des réalités sous-jacentes. Et donc le biomimétisme tel que je le porte, c'est une des façons d'aller dans cette partie conceptuelle qui normalement nous déconnecte pour nous reconnecter intellectuellement, parce que dans les faits nous sommes toujours connectés, mais nous reconnecter dans le monde des concepts à cette toile de la vie et qu'on apprenne à la célébrer, à la respecter quand on crée de la valeur. Et alors, peut-être qu'il faut réexpliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le biomimétisme, parce que c'est pas une notion qui est très connue finalement, je crois. Est-ce que tu peux réexpliquer rapidement ce que c'est? Bon, déjà, vous imaginez bien qu'en ayant travaillé pendant 13 ans chez Cousteau, j'ai la chance aussi d'être chef d'expédition polaire depuis 25 ans. Je suis pas venu à l'innovation pour l'innovation. Je suis venu à l'innovation parce que il y a eu un moment très précis d'ailleurs, j'étais au Spitzberg dans un magnifique environnement polaire avec un ours blanc dans une zone complètement loin mais de toute activité humaine. On a passé une matinée magnifique avec cet ours, avec des scientifiques qui étaient là pour l'étudier. Et puis l'après-midi, je débarque près d'un glacier et je tombe sur des choses que j'avais déjà vues. Des déchets marins qui ont été ramenés par des déchets humains qui ont été ramenés par les courants marins, du plastique, des bouteilles, y compris d'ailleurs, ça m'avait frappé, une bouteille, c'était en anglais, de shampoing bio.
une bouteille en plastique shampoing bio. Et là-dedans, il y avait des sternes qui étaient mortes à cause des déchets plastiques. Ces sternes, ce sont des magnifiques oiseaux qui sont capables de faire des migrations de milliers de kilomètres de l'Antarctique jusqu'à l'Arctique, mais aussi des rennes qui s'étaient pris dans des morceaux de filet et qui étaient morts à cause de ça. Et donc, j'étais vraiment découragé cette année-là. Je me suis dit, à quoi ça sert de faire des parcs nationaux d'un nouveau genre, dans les zones du Soudan où il y a des récifs incroyables, il y a encore des requins et tout, face au changement climatique, changement global, élévation de la température, blanchiment des coraux, tout ça peut s'effondrer du jour au lendemain et tous vos beaux efforts de bonne pratique peuvent être complètement balayés. À quoi ça sert face à la marée de plastique qui arrive dans les océans ? Alors là, je me suis dit, finalement, on va pas rester sur ce sentiment-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert le biomimétisme comme un moyen de continuer mon travail de militant, mais plus en amont. Parce que la personne qui a fait le Lego que j'ai retrouvé sur la plage dans l'Arctique, ou qui a fait la bouteille de shampoing bio, elle n'avait pas envie que ça finisse comme ça, c'est sûr. Et donc le biomimétisme, pour moi, est une façon de monter en amont, d'arrêter d'éponger une fois que les choses sont les problèmes sont sur le terrain, mais bien d'essayer de trouver les robinets et de commencer à influencer en fait ce qui sort des robinets. Et c'est s'inspirer un petit peu de la nature. Tu me parlais tout à l'heure qu'il y avait deux courants dans le biomimétisme. Il y a s'inspirer de la nature pour faire de l'innovation. Et il y a la tienne qui est s'inspirer de la nature pour se reconnecter. Alors oui, alors c'est pas forcément opposé, mais c'est sûr qu'il faut être clair sur la posture. S'inspirer de la nature, c'est vieux comme l'humanité. On n'a pas attendu le mot biomimétisme pour le faire. Le fait de voir d'un chasseur-cueilleur qui observe la façon dont tel fauve va chasser, il fait du biomimétisme quelque part, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Il y a pas eu besoin d'attendre le mot pour ça. Léonard de Vinci, avec ses codex, c'est magnifique observateur de la nature. Il y a quand même un style particulier de biomimétisme qui est, j'ai un challenge humain à résoudre, mais je ne sais pas quelle espèce pourrait me servir d'inspiration. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt orienté solution de problème. Et puis il y a un autre type de biomimétisme qui est, waouh, c'est extraordinaire, la capacité des lotus de s'auto-nettoyer, mais je ne sais pas à quoi je pourrais appliquer ça dans la technologie. Donc là, on part du modèle vivant qu'on a identifié de caractéristiques précises et on a envie finalement de faire une émulation qui puisse servir dans le monde humain pour résoudre des problématiques. Et il y a donc ça, c'est de l'innovation bio-inspirée, ok, super. Mais il y a une partie qui concerne vraiment le biomimétisme, c'est le fait de le faire avec un esprit d'éco-conception, d'essayer de réduire nos empreintes négatives, voire même de générer des empreintes positives. Et ça, c'est une Américaine qui s'appelle Janine Benyus qui, la première fois, a posé cette intention en 1997 dans l'approche de s'inspirer de la nature. Donc là, c'est plus simplement s'inspirer de la nature, c'est s'inspirer de la nature pour résoudre des grands problèmes de société qui sont les nôtres, des problèmes de la transition, et aussi, très très important, ce que l'Institut rajoute en plus, il faut que les sciences de l'ingénierie écologique et de la biologie rencontrent aussi les humanités. C'est-à-dire qu'il faut le faire aussi dans un esprit humaniste. Donc ça, c'est vraiment important de le préciser, effectivement. L'humanisme, c'est un terme qui pour moi est extrêmement effectivement important. Je pense que pour les personnes qui écoutent, qui sont souvent des personnes qui ont cette conscience écologique, mais qui ne savent pas comment s'y prendre au quotidien, parce que, comme tu le dis, c'est-à-dire qu'en fait, ils vivent avec la vie moderne du quotidien, finalement. Donc, ils vont dans les supermarchés, éventuellement dans des biocoop, etc. Mais je trouve que l'exemple du shampoing bio, c'est un super exemple. Tu vois, c'est typiquement, ils font leur part, entre guillemets, et puis finalement, on retrouve ce produit-là dans un endroit où il devrait clairement pas être. Comment les personnes elles peuvent, à leur niveau, se reconnecter avec le vivant ? Déjà, c'est une question de posture. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que l'époque que l'on traverse nous envoie en fait des signaux de crise systémique. Donc, avoir une vision en silo, c'est-à-dire vraiment, je considère mon domaine, ou voire même la problématique que j'essaie de régler, par exemple le climat versus ceux qui s'occupent de la biodiversité versus ceux qui s'occupent des problèmes sociaux ou de représentativité, eh bien ça fonctionne pas dans le monde qu'on est de transition. Pour naviguer en agilité dans ce monde de transition, il faut que l'on développe des réflexes systèmes. Et j'aime bien utiliser, suite à nos échanges avec Patrick Grandjean, qui lui-même a été très influencé par Michel Serres, cette idée des 3 santé communes. Parce qu'en plus, ça résonne bien, hein, c'était avant la crise du Covid, mais là, le mot santé résonne particulièrement. C'est-à-dire qu'il faut trouver chacun à son niveau, y compris au niveau individuel, le moyen de répondre de manière systémique à ma santé individuelle, que ça soit biologique ou psychologique. On a beaucoup mis l'accent sur la santé biologique, je trouve qu'on a un peu oublié aussi l'aspect relationnel. Totalement, je crois. Ouais. Ouais. Donc santé individuelle, santé de ma société.
chacun à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire pour être plus capable finalement de stimuler de la solidarité dans mon quartier, dans mon immeuble, dans mes processus de vote démocratique, santé de ma société et santé des écosystèmes qui nous hébergent. Et ça peut être aussi, même chez le plus urbain des urbains, ne serait-ce que essayer de voir si on peut pas participer à un jardin collectif sans, bien sûr, phytosanitaire qui détruirait la biodiversité. Essayer de voir si on peut pas favoriser le fait que des enfants puissent bénéficier, ou moi-même, du lien à la nature, de planter des arbres là où c'est utile, de le faire avec des associations qui le font. Ça, c'est intéressant, je trouve. À partir du moment où on voit qu'il ne s'agit pas de dire « moi, je suis spécialisé dans la santé personnelle, le développement personnel, etc. Et puis moi, c'est plutôt les enjeux de démocratie, etc. » Comment je peux répondre à ces 3 niveaux dans ma posture de vie? Voilà un peu l'invitation. Après, je peux rentrer dans des exemples précis, mais je tenais vraiment à poser cette nécessité d'un changement de posture. Mais si tu as un exemple précis, ça peut être intéressant, effectivement, pour que les personnes puissent se projeter peut-être. On parlera aussi après, je pense, de résilience, parce que c'est un sujet qui t'est cher, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur cette résilience. Mais si tu as un exemple précis, ça peut être super. Alors, je vais en prendre 2 et liés à quelque chose qui est important pour nous. Ces 2 exemples-là, et que beaucoup de tes auditeurs connaissent certainement, qui est l'agriculture. Quand on prend des approches comme la permaculture ou l'agroforesterie, on répond à des besoins humains fondamentaux, qui sont le fait d'avoir un système productif qui nous permet de nous alimenter et d'alimenter nos clients, nos proches, etc. Mais en même temps, en le faisant, on recrée de la biodiversité. Donc on prend soin de l'écosystème, on régénère même l'écosystème. Et en le faisant la plupart du temps, les personnes qui travaillent dans ces systèmes multiproductifs, bons pour la santé et bons pour la biodiversité, la santé humaine et la biodiversité, se retrouvent dans un sens de leur vie qui est complètement amplifié. En fait, c'est complètement... Ils sont en phase, ils sont en résonance avec ce qu'ils ont envie de faire. Et là, on voit très bien qu'on a une proposition dans un domaine qui est assez connu maintenant, où on a tout de suite la capacité de déployer ces 3 santés. Tu vois ? Et ce qu'on appelle une réponse synergique, c'est-à-dire je réponds à un certain besoin précis, y compris dans mon métier. Moi, je vais prendre un autre exemple maintenant, un peu moins connu. J'ai la chance d'avoir la confiance de RTE, tu sais, les lignes à haute tension qui permettent de connecter. C'est fascinant comme entreprise RTE, pourquoi ? Parce qu'ils sont complètement challengés par les nouveaux systèmes de production énergétique, les énergies renouvelables, éventuellement la connexion entre énergie, réseau de mobilité ou d'autres réseaux. Et donc, ils sont obligés de reconsidérer assez sérieusement, en fait, en termes de prospective, les prochains pas. Et avec tout ça, bien sûr, l'obligation morale et maintenant réglementaire, si le gouvernement applique vraiment ce qu'il a décidé de faire, de répondre aux enjeux climatiques, par exemple. Et bien là, je travaille avec eux sur un projet sur des infrastructures en mer pour des éoliennes en mer, offshore, donc assez loin, qui évitent justement les conflits avec d'autres usages, etc., des éoliennes flottantes. Et vous imaginez que si ça se développe, il va y avoir des centaines de kilomètres de câbles qui vont être nécessaires pour relier les éoliennes entre elles, mais aussi à la terre. En continuant, bien sûr. Voilà. Et jusqu'à maintenant, ces câbles-là, on les stabilise avec des gravats, on les stabilise avec ce qui a un impact, au moins au début, pas forcément très bon sur la biodiversité marine. Eh bien, le cahier des charges qu'on s'est donné avec une exploration biomimétique, c'est non seulement essayer de remplacer les substances toxiques, par exemple, actuellement, qui empêchent la biodiversité de s'installer dans les zones de maintenance ou qui altèrent la flottabilité, par exemple, des câbles, mais on se donne comme objectif d'être des zones oasis pour la biodiversité. C'est-à-dire que l'endroit où on va mettre l'infrastructure devienne un réservoir de biodiversité qui amplifie, en fait, la biodiversité plutôt que l'impact négativement. Alors là, c'est intéressant. Je réponds aux besoins technologiques, mais en même temps, je fais une réponse synergique. Et ensuite, on a aussi la dimension de partenariat avec d'autres acteurs, des plongeurs qui pourraient être intéressés peut-être à fréquenter l'infrastructure, parce que maintenant c'est devenu un véritable oasis, qui pourraient aussi rendre un service peut-être à l'infrastructure à travers ça. Et là, ça ouvre le champ des possibles d'une manière incroyable. Donc il ne s'agit pas de dire je vais me disperser par rapport à mon objectif initial, j'y réponds, mais je l'augmente par une vision système. Et là, je trouve qu'on touche à des choses intéressantes. Je ne sais pas si ces 2 exemples te parlent, mais... Si, ça me parle beaucoup. C'est ce que tu appelles l'économie régénératrice, c'est ça ? Exactement. Faire plus que se lever le matin en se disant « je vais arrêter mes impacts négatifs ». Oui, il faut le faire. Et il faut aussi fixer du carbone, plutôt qu'arrêter d'en émettre. Il faut aussi régénérer les milieux naturels qui ont été dégradés et continuer à protéger ceux qui sont encore préservés. Mais régénérer. Et il faut aussi régénérer le tissu social, aller bosser, peut-être s'installer prioritairement dans des endroits en souffrance sociale. Et là,
n'importe quel porteur de projet, il a un sens incroyable à sa vie, tout d'un coup. C'est plus je me lève le matin en disant je vais arrêter de faire du mal, je fais plus que ma part. Et ça, je trouve ça beau, et je trouve que ça libère des énergies créatrices incroyables. Je le vois. Ça, je pense que les personnes qui nous écoutent, sans doute, se disent j'adore l'idée, enfin, tu vois, c'est super, mais comment je fais, moi et je sais, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé ensemble, aussi dans le cadre du livre, mais comment je fais, moi, à mon niveau, pour aller vers ça? Parce que c'est vrai qu'on nous dit beaucoup, tu vois, l'écologie, en tout cas, elle est très punitive, ou, Ah oui. tu vois, où il faut moins consommer de ci, il faut moins faire ci, il faut moins faire ça, etc., etc. Comment toi t'envisages que les personnes puissent réagir face à ce amas d'informations dont ils ne savent pas forcément quoi faire au final? Je pense que j'essaie de faire, en tout cas, au-delà du beau concept d'économie régénératrice, il y a pas mal d'amis de l'Institut qui conjuguent un petit peu ou qui jouent un petit peu de cette partition-là, chacun avec leur spécificité. Je pense à Isabelle Delannoy avec l'économie symbiotique. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la recevoir déjà dans Vlan, ou son homonyme Emmanuel Delannoy avec la permaéconomie. C'est un signal qui monte en puissance et qui fait aussi le lien avec certains de nos anciens qui a pratiqué cela sans l'appeler. Voilà. Donc vraiment, c'est intéressant aussi de voir ça. Donc déjà, ouvrir le potentiel. Ne pas rester sur « c'est pas possible ». Ah bon, il y a plein d'exemples de gens qui ne savaient pas que c'était pas possible et que justement ils l'ont fait. Parce que justement, ils savaient pas que c'était pas possible. Donc déjà, ça c'est quelque chose de très important, d'ouvrir une transmission de conscience et de confiance. Tu vois, j'ai fait un jeu de mots, mais c'est peut-être pas pour rien. Transmission de conscience, déjà conscience de dans quel jeu je suis en train de jouer. Est-ce que j'essaye de verdir le Monopoly, mais je change pas vraiment les règles? Et donc du coup, un Monopoly, tu mets le Dalai Lama ou Mère Teresa ou Madiba autour d'un Monopoly, la fin est toujours la même. Il y a un perdant et un gagnant, des perdants et un gagnant. Ou bien est-ce que j'essaye de changer les règles du jeu? Alors une fois qu'on dit, bah ouais, moi j'ai plutôt envie de changer les règles du jeu, je pense qu'en ce moment c'est chez pas mal de gens assez prégnant, cette envie, dire ok, alors c'est quoi les conditions limites? C'est quoi les conditions limites? Déjà, est-ce qu'on est dans la toile de la vie? Est-ce qu'on dépend de cette toile de la vie? Oui. Donc tant qu'à faire, création de valeur, on essaye de rester en cohérence avec ça. Est-ce que je peux faire n'importe quoi avec ce qui est disponible en termes de ressources? Est-ce que j'ai le bar ouvert, quoi? Non, il y a certaines ressources et je peux pas non plus continuer finalement à proposer la création de valeur sur la base de ressources limitées et qui provoquent des tas d'impacts négatifs en plus. Est-ce que je suis juste dans ma proposition de création de valeur? En fait, je peux continuer comme ça, il y a 5 ou 6 points, mais le plus important, c'est de se poser ces questions-là. Ensuite, chacun dans son domaine, moi je peux pas savoir mieux que toi dans quel contexte tu es, où tu peux créer de la valeur synergique et régénérative. Je te donne juste un cahier des charges, des spécifications. Et des spécifications qui viennent en plus dans le biomimétisme de l'observation de 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs. Et donc, par exemple, si tu es dans la technologie, utilise l'eau comme solvant universel. Si tu dois choisir des matériaux, prends ce qui est abondant plutôt que ce qui est rare. Si jamais tu dois choisir entre résilience et efficacité maximale, en fonction de ton contexte, si ta survie n'est pas en jeu, va plutôt chercher la résilience. Et donc ne cherche pas à être le plus efficace possible parce que tu le fais au détriment de la diversité. Ça, c'est des leçons qui viennent de l'observation des écosystèmes et des espèces depuis 3,8 milliards d'années. Et du coup, c'est à toi de voir comment tu peux incarner ces principes de vie, ces principes de création de valeur dans ton propre contexte. Je le fais dans mes propres contextes, je peux te donner des exemples de mon application, mais le plus précieux, je pense que c'est ça. Et on parlait aussi ensemble de pas de côté, puis tu as utilisé ce mot résilience dont j'ai fait mention tout à l'heure. On parle beaucoup de ce concept de résilience. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète pour les gens, ce pas de côté, cette résilience? Et puis après, je pense qu'on viendra sur la spiritualité, parce que c'est aussi un sujet que j'aimerais aborder avec toi. Écoute, c'est vrai que là, depuis la crise du Covid et le confinement, on m'a demandé de faire une conférence, entre autres, sur la résilience, qu'est-ce qu'on peut apprendre des écosystèmes par rapport à la résilience. Et j'ai proposé comme titre résilience et changement de trajectoire. Parce que résilience de quoi déjà? Qu'est-ce qu'on veut mettre dans la capacité à être résilient? Peut-être pour tes auditeurs, une définition déjà de la résilience. Il y a plusieurs types de résilience, mais en psychologie, comme dans d'autres systèmes complexes, il y a pas mal de convergence. C'est l'idée de comment je résiste à un choc, déjà, et ensuite, après le choc, comment je suis capable de me reconstruire. Souvent, on confond les deux, d'ailleurs, dans le mot résilience, mais il y a 2 temps.
résister au choc quand il arrive et comment je me reconstruis après. Effectivement, la nature est plein d'exemples extrêmement intéressants, surtout les écosystèmes, un récif de corail, une forêt, comment finalement ils absorbent les chocs selon l'intensité des chocs et quels sont les mécanismes de reconstruction qui se déclenchent tout seuls, auto-réparation. Ça, ici, c'est intéressant. Donc, je comprends que ça intéresse plein de gens. Mais nous sommes dans des dynamiques qui sont culturelles et biologiques. Et donc, il y a un design culturel aussi qui est important. C'est pas juste la biologie, c'est aussi la culture, l'évolution pour nous. Ça veut dire qu'il faut être bien clair sur ce que l'on désire amener avec nous dans le futur. Et ce qu'on a, au contraire, envie de laisser derrière nous. Vlan, comme s'appelle ton podcast super intéressant. C'est qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous et qu'on veut surtout pas ramener, dont on veut pas que ça soit résilient. Alors une fois qu'on a clarifié ça, oui, on peut utiliser des recettes intéressantes qui viennent d'autres systèmes naturels. Mais d'abord, clarifions ça. Alors après, je peux rentrer dans les principes de la résilience, une fois qu'on a clarifié ça. Latour, récemment, un petit peu par ses Bruno Latour, Bruno Latour pousse à ça, mais aussi l'approche qui a été proposée bien avant la crise du Covid par un anglo-saxon qui appelle ça la deep adaptation, donc l'adaptation profonde. Qu'est-ce que je dois rénover aussi comme savoir qui ont disparu? Il n'y a pas que qu'est-ce que je dois protéger qui existe, qu'est-ce que je dois éventuellement retrouver qui est en train de disparaître ou qui a déjà disparu, parce que je vais en avoir besoin dans les prochaines étapes. Donc la résilience des écosystèmes, je suis bavard, mais tu me poses mais moi j'adore. Des questions qui me plaisent. C'est effectivement miser sur la diversité, par exemple. Parce que c'est le filet de sécurité en cas de changement. Si tu mets à 100% le curseur sur l'efficacité, je prends l'exemple d'un champ de blé ou un champ de riz, tu vas prendre la variété la plus productive. Donc tu vas éliminer les autres. Par essence. Si le climat change, tout ton système risque de s'effondrer. Alors que si tu cultives avec la diversité, eh bien déjà tu vois qu'il y a moins de maladies qui sont capables de s'installer sur le champ parce que ça fait des espèces de patchs qui vont rester dans un endroit mais qui vont pas contaminer tout le champ vu que les variétés sont plus ou moins sensibles aux problèmes. Et surtout, s'il y en a, c'est une variété qui vraiment supporte pas, il y a d'autres qui prennent le relais. Si je vais reprendre un autre exemple, les décomposeurs dans la forêt, s'il y avait qu'une espèce comme, je sais pas moi, les lombriques qui étaient décomposeurs, si les lombriques ont un virus, c'est toute la fonction de décomposition de la forêt qui s'effondre. Mais, Dieu merci, il y a d'autres insectes, il y a les champignons, et donc il y a des diversités fonctionnelles, les décomposeurs sont importants dans la forêt, et il y a, au sein d'une même fonction, il y a des diversités de réponses. Le ver va pas exactement décomposer comme le champignon. Et tout ça explique la résilience des écosystèmes. Après, il y a des choses fascinantes. Je pourrais faire une conférence complète là-dessus, sur les processus de mémoire dans les écosystèmes, comment finalement un feu dans la forêt méditerranéenne, c'est un processus naturel qui est surdimensionné à cause de l'homme, mais c'est quand même quelque chose qui arrive naturellement, on va dire, régulièrement. Eh bien, il y a des espèces qui ont besoin du feu pour germer, et donc redémarrer la succession écologique. Maintenant, le choc devient stimulant. Tu vois ? C'est juste une petite fenêtre sur le potentiel. Et on parlait tout à l'heure de pas de côté. Tu me disais, et bon, c'est mon avis aussi évidemment, que rien ne se fait, cette résilience, tous ces éléments, ce rapport à la nature, cette reconnexion au vivant, etc., si tu ne fais pas ce pas de côté. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que tu entends par un pas de côté et comment ça s'envisage ? Écoute, je suis pas le seul à faire ce constat. À travers le monde, on est vraiment plusieurs. De dire que finalement les solutions du XXe siècle sont devenues les problèmes du XXIe. Et ce XXe siècle, il est né dans quoi ? Il est né dans l'optimisme de la science cartésienne, qui a eu une tendance quand même à pousser à un matérialisme réductionniste. Ça veut dire je vais comprendre les parties et ça va me permettre de comprendre le tout. Ça a été assez challengé par les découvertes de la physique quantique, ça a été assez challengé aussi, y compris dans l'immensément grand, par les découvertes du potentiel Big Bang, parce qu'on avait l'idée que après Newton, entre autres, on allait tout pouvoir expliquer, que c'était une question de temps. Et donc cet optimisme béat en la technologie et en la science, il est très challengé actuellement. Il est très challengé pour plusieurs raisons. Les sciences cognitives aussi sont une des raisons, c'est-à-dire qu'en fait on se rend compte déjà que cette rationalité elle est influencée par l'inconscient. Un mec a découvert l'inconscient, il s'appelle Freud. Ah oui, zut, je peux plus compter tant que ça, comme le disait Descartes, sur la raison, parce que même mes processus de raison sont influencés par l'inconscient. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas une utilité, ces processus de discursifs, rationnels. Et donc finalement on s'est rendu compte que ce matérialisme réductionniste qui nous a permis de faire des tas de technologies intéressantes nous a conduit aussi à chosifier la nature, à avoir une vision utilitariste de la nature. On voit plus une vache, on voit plus un cochon, on voit plus un mouton, on voit de la production.
de viande ou de lait. Et donc ça, c'est une partie du problème, une grosse partie du problème. Retrouver finalement le sens de l'empathie, de la célébration dans la toile de la vie, de notre place particulière. Et retrouver ce que Patrick Vivray, notre ami aussi de l'Institut, appelle l'anthropocène positive, pas simplement négative. Et ça demande effectivement un pas de côté pour dire, oulala, ok, on a eu des tas de solutions intéressantes grâce à cette vision du monde, mais là, le système nous envoie une information qui nous dit, attention, reconsidère ta place. Parce que là, tu arrives au bout d'un processus qui risque vraiment de provoquer ton effondrement et qui est déjà en train de provoquer pas mal de problèmes. Donc le pas de côté, c'est cette invitation-là finalement, de dire comment je peux créer de la valeur, encore une fois, en ne détruisant pas le capital naturel dans lequel je suis, en ne détruisant pas le capital atmosphérique dans lequel je suis, en ne détruisant pas le capital du cycle de l'eau dans lequel je suis. C'est prendre finalement compte de notre dépendance et célébrer cette dépendance, pas la craindre, la célébrer. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est vraiment ça. J'aime beaucoup ça, et je pense que le dernier sujet un peu que je voulais aborder avec toi, bon, on aura des longues conversations, je suis pas trop inquiet, mais c'est la spiritualité. Je sais que c'est un sujet qui t'est cher. Tu m'as raconté cette histoire, peut-être que tu peux leur raconter quand tu étais enfant et que tu allais en forêt. Peut-être commencer par là et puis aller ensuite vers ce que tu entends par la spiritualité et le rôle que ça joue. Alors c'est pas un sujet que je traite souvent, donc je suis ravi de le faire avec toi. Au contraire, non, parce que je pense que c'est quelque chose de très intime et je fais très attention à ne pas non plus, tu vois, être dans le prosélytisme de quoi que ce soit. Mais comme tu me poses une question très personnelle, eh ben, je vais répondre sous un angle très personnel. Effectivement, quand j'étais enfant, donc j'ai eu la chance de grandir en Algérie, ce qui pour certains est pas forcément simple. Moi, c'était une chance, entre deux cultures, normande par ma maman et algérienne par mon père et ma famille. J'ai pratiquement jusqu'à l'âge de 18 ans essentiellement vécu là-bas, par quelques épisodes. Et surtout dans la région d'Alger qui était encore très très naturelle, pas trop en fait transformée par l'homme, une région magnifique, et j'avais la chance d'avoir une forêt à côté de chez moi, et mon grand plaisir en fait, très petit déjà, c'était de me fondre dans la nature. C'était d'aller dans cette forêt ou dans la Méditerranée et littéralement d'essayer de disparaître. Que les animaux ne me voient pas en tant que ni menace. Donc je me cachais, j'avais toutes sortes de techniques pour essayer de rester le plus intégré possible. Et en fait, c'est une forme de méditation sans le savoir à l'époque déjà. Et j'étais complètement émerveillé de voir les sangliers ou bien les mangoustes ou toutes sortes d'animaux passer à quelques mètres, quelques centimètres de moi sans me remarquer. En tout cas, sans que je leur pose aucun problème, aucun dérangement. C'était un kiff incroyable. Et ensuite, donc, hommage à Cousteau quand même, j'ai voulu devenir biologiste marin grâce au documentaire du commandant Cousteau, comme des tas de personnes à travers le monde. Qui m'a ouvert aussi une fenêtre incroyable avec la poésie en plus qu'il y avait dans ces aventures-là. Et puis, finalement, je suis devenu scientifique. Et je suis compté sur la raison. Allez, on oublie un petit peu tout cet aspect introspectif, etc. Et même Cousteau, j'ai fini par un peu le critiquer. Non, c'était pas vraiment de la science, c'était du cinéma. C'était intéressant, certes. Mais... Et puis, accident de la vie heureux, j'ai rencontré en fait un maître tibétain qui m'a vraiment bouleversé parce que il avait une approche, il est décédé maintenant, enfin il est plus parmi nous, en tout cas pas sous sa forme matérielle. Il avait une approche extrêmement scientifique de l'exploration de l'esprit humain. Et sans prendre aucune drogue, j'ai eu très très vite l'occasion d'avoir une expérience unitive en fait, en appliquant finalement des principes de méditation où l'esprit s'applique des choses à lui-même. Et en fait, je crois que c'était extrêmement important. J'ai eu un peu la chance du débutant, une expérience assez forte, parce que ça m'a mis en chemin en fait sur cette voie-là. Je pense pas que j'aurais peut-être été curieux, mais je serais pas resté longtemps en fait à essayer si j'avais pas eu tout de suite une preuve expérimentale. Et du coup, ben voilà, je continue depuis plus de 25 ans maintenant à explorer cette dimension. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est pour toi, quel est le rôle de la spiritualité dans cette reconnexion avec le vivant? Je suis un grand fan de Spinoza. Je fais une discrétion, mais tu verras, j'espère que je réponds. Pourquoi? Et ma spiritualité, en tout cas, a quelque chose à voir avec la posture, je pense, de ce que je comprends en tout cas de la posture de Spinoza. Spinoza, c'est quelqu'un d'extrêmement spirituel dans sa conclusion.
Dieu, donc la nature. Hein, donc c'est une façon de dissoudre le concept de Dieu. Effectivement. C'est assez Spinoza. Mais par contre, il n'a jamais fait un pas de côté par rapport à la raison. C'est-à-dire que par la raison, il n'allait pas dans ce qu'il appelait les choses trappes de l'âme, c'est-à-dire tout d'un coup dire ah ben c'est comme ça, ou voilà. Il a questionné, jusqu'au moment où finalement la raison accepte sa propre limite et on rentre dans une autre expérience. Et ça me parle. C'est-à-dire c'est pas une guerre contre la raison, c'est pas non plus tout d'un coup je vais plonger dans le... J'ai rien contre ça, hein, mais c'est pas ma voie en tout cas, dans le New Age, en associant plein de choses où ça tient pas, c'est un bricolage en fait, de mon point de vue. Mais c'est tout d'un coup finalement, si je suis sincère, si je suis dans l'authenticité, et que je me pose la question, qui suis-je ? Vraiment, qui suis-je ? Et que je lâche pas cette question-là. Je lâche pas. Même si j'ai les genoux à terre et que c'est difficile d'y répondre, je la lâche pas. Je le fais avec détente néanmoins, mais je la lâche pas. Et bien à un moment donné, j'arrive à un endroit où je me rends compte que ma raison est un outil, mais pas un outil qui est censé m'enfermer, et qu'il y a autre chose. Il y a de la cognition pure, brillante, illimitée, et que je suis une expression de cette cognition pure, brillante et illimitée, et en plus, je peux la voir dans tous les yeux des êtres vivants, pas simplement les humains. Et là, on touche à un mystère. On touche à quelque chose qui est plus de l'ordre de la métaphysique. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, en tout cas, cette voie-là que j'ai découvert grâce à un maître tibétain de la tradition de Dzogchen et à des amis aussi qui étaient dans cette tradition-là, occidentaux, qui m'ont servi de passeurs. Et je continue avec beaucoup de reconnaissance pour cette tradition multimillénaire. Et il y en a d'autres. Hein. J'ai découvert par la suite que y compris dans un livre complètement laïque qui a été écrit par un chercheur qui s'appelle Hulin, qui s'appelle La mystique sauvage. Ces expériences en fait unitaires ont été vécues par des tas de personnes à travers le monde, y compris dans un contexte hors cadre de transmission traditionnelle ou religieuse ou quoi que ce soit. Des sportifs, des artistes, etc. J'ai découvert aussi qu'il y avait une correspondance entre Freud et Romain Rolland au sujet de ce que lui appelait le sentiment océanique. Romain Rolland. Et que Freud n'arrivait pas à faire rentrer ça dans le cas de la psychanalyse. Mais par contre, il avait confiance en l'expérience de Romain Rolland. Et donc, c'est passionnant de découvrir ça. J'ai découvert que chez les anciens Grecs aussi, cette expérience, on l'appelait l'ataraxie, après la suspension du jugement, l'époquée, et qu'en fait, le but de la philosophie antique, ce n'était pas de bien raisonner, mais d'arriver par la raison à ce moment où elle accepte de se taire pour laisser place à autre chose. Super. Ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. J'aimerais bien claquer la porte à une vision purement utilitariste du vivant et à une posture de pensée en silo réductionniste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser quand c'est nécessaire, mais toujours dans une pensée système et de la synergie. Super. Merci beaucoup, Tariq. Merci à toi de ton invitation. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux, sur Instagram Stories ou sur Facebook ou LinkedIn. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sociales sous le nom Greg from Paris. À bientôt.